Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. Bienvenue sur votre chaîne Va voir ton astrologue et aujourd'hui nous allons explorer le monde fascinant de Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et de la prospérité. Tout un programme qui influence profondément notre manière d'incarner nos plaisirs dans la vie. Dans cet épisode, nous étudierons l'aspect astronomique de Vénus, puis sa genèse d'aussi loin que nous puissions remonter jusqu'à ses manifestations dans notre vie quotidienne grâce à sa compréhension astrologique. Bien sûr, pour parfaire cette compréhension, nous examinerons également son symbolisme sous l'angle de la psychologie, ce qui vous aidera à mieux saisir ses principes en astrologie. Alors installez-vous confortablement car nous partons tout de suite sur Vénus, cette fascinante étoile du matin et du soir. C'est la deuxième planète la plus proche de notre Soleil, à une distance moyenne d'environ 108 millions de kilomètres. Avec un diamètre de 12 104 km, elle est de taille comparable à celle de la Terre et sa masse correspond à environ 81,5% de celle de notre planète. Elle a une atmosphère très dense, composée principalement de dioxyde de carbone, ce qui crée une pression de surface très élevée, environ 92 fois celle de la Terre. De plus, la formation de nuages assez denses et hautement réfléchissants confère à Vénus sa brillance caractéristique visible depuis la Terre. Vénus est classée comme une planète tellurique, indiquant qu'elle possède une composition rocheuse bien sûr, tout comme la Terre, Mercure et Mars, mais comme toutes les planètes telluriques, elle est aussi structurée en plusieurs couches, c'est-à-dire un noyau central, probablement on suppose métallique, un manteau rocheux épais et une croûte solide. Et cette surface solide est enveloppée par une atmosphère épaisse et toxique composée principalement de dioxyde de carbone avec des nuages d'acide sulfurique rendant l'environnement extrêmement hostile. La rotation de Vénus sur elle-même est extrêmement lente et se fait dans le sens inverse de la plupart des autres planètes, un phénomène connu sous le nom de rotation rétrograde, ce qui signifie que sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Elle met environ 243 jours terrestres pour faire un tour complet sur elle-même, ce qui est plus long que sa période orbitale autour du Soleil qui est de 225 jours. L'inclinaison de son axe est de seulement 3 degrés, ce qui signifie qu'elle n'a pratiquement pas de changement de saison. Son orbite, quant à lui, est le plus circulaire de toutes les planètes du système solaire, avec une excentricité très faible, ce qui signifie que son orbite est presque parfaitement circulaire. Vénus est observable depuis la Terre peu après le coucher du Soleil ou juste avant son lever, d'où ses noms d'étoile du soir et d'étoile du matin. Elle ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil du point de vue de la Terre puisqu'elle n'atteint au maximum qu'un écart de 48 degrés. C'est exactement 47,8%, ce qui est très important pour nous astrologues car on sait que Vénus et Mercure sont toujours assez proches du Soleil. Et c'est également le symbole universel utilisé pour désigner le genre féminin. Le symbole de Vénus représente le cuivre en alchimie et en faisant une allusion aux métaux alchimiques, on parle de la représentation d'un miroir de bronze avec une poignée. Et c'est en 1751 que ce symbole a été employé pour la première fois par Carl von Linné pour genrer les plantes. Il représente le corps physique de la femme et comme vous le savez, si vous regardez mes précédentes vidéos, le cercle représente toujours l'esprit. Il symbolise aussi l'unité, la totalité et l'infini, pas de début, pas de fin. Et la croix sous le cercle symbolise la matérialité et la réalité concrète. Dans les symboles planétaires, cette croix est souvent interprétée comme représentant la manifestation de l'esprit dans la matière, l'image du corps féminin et pour certains, c'est même une représentation du sexe féminin. Ceci souligne finalement le lien de Vénus avec la fécondité et la procréation car il nous invite à une profonde réflexion sur notre idéal humain de reproduction et je vais vous approfondir le sens
sens de ma réflexion par rapport à l'influence de Vénus, car j'ai lu il y a une dizaine d'années un livre de Davis Buss, The Evolution of Desire, Strategy of Human Mating, et ça explore comment les traits physiques influencent nos choix de partenaires à travers le prisme de la sélection naturelle. Il démontre ainsi que certaines caractéristiques perçues comme attirantes sont en fait des indicateurs de bonne santé et de fertilité qui ont été privilégiés par la sélection naturelle pour optimiser la réussite reproductive. C'est vraiment très très intéressant. Donc je vous invite fortement à le lire si vous êtes intéressé par ce type de psychologie. Cette perspective peut nous aider à comprendre pourquoi les attributs associés à Vénus tels que la beauté, le charme, qui jouent finalement un rôle vraiment important, pourquoi il y a une attractivité entre certaines personnes et pas entre d'autres dans ces interactions humaines et la formation des couples. Et si ça vous intéresse, il y a eu plusieurs autres études en psychologie, donc ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste et en biologie, qui suggèrent que les préférences physiques dans le choix du partenaire peuvent être influencées donc par des instincts reproductifs qui viennent vraiment de l'instinct primaire, dont Desmond Morris avec son livre The Naked Ape, Geoffroy Miller, auteur de The Mating Mind. Et ça y est, on rentre dans le vif du sujet, mythologie de la Dame du Ciel qui est Vénus. Écoutez, ça c'est assez fantastique. Avant d'être intégrée au panthéon romain en tant que déesse de l'amour, de la beauté, de la séduction, Vénus avait ses racines dans le bassin mésopotamien sous les traits d'Ishtar ou Inanna, donc la Mésopotamie complète, donc sumérien et acadien compris. Comme mentionné lors de notre discussion sur la lune noire, à cette époque, le nombre de divinités primordiales était moins étendu que dans les panthéons gréco-romains. Alors, des figures telles que Ishtar, Nergal, Nabu, Nirnuta et Anu dominaient, et c'est ainsi que Ishtar en particulier incarnait la femme dans ses rôles de déesse de la guerre, de la sexualité et de l'amour. Au fil du temps, son association avec le plaisir est devenue plus prononcée, lui conférant le statut de déesse des plaisirs charnels, et elle devient même patronne des prostituées. Alors, bien que ses liens avec la guerre soient moins explicites, on peut imaginer qu'elle assumait ce rôle en tant plutôt que protectrice de l'homme qu'elle aimait, reflétant ainsi un peu la dimension protectrice de l'amour et de la passion. Alors, j'ai une petite histoire à partager avec vous tant qu'on y est. Cette représentation vient d'une ancienne confusion entre l'étoile du matin et l'étoile du soir, pour rien vous cacher, qui était initialement pensée comme étant deux entités distinctes, donc deux étoiles différentes. Et après quelques décennies d'observation consignées sur les tablettes de Mulapin d'ailleurs, il a été découvert qu'il s'agissait en fait de la même étoile. Ainsi superposée, elle forme une étoile à 8 branches, voilà pour la petite histoire. Donc on présume qu'avec le temps et le mélange des cultures, notamment avec les Phéniciens qui étaient d'importants partenaires commerciaux, Ishtar Inanna a évolué vers Astarté, avec laquelle elle partage de nombreux traits. Donc Astarté également une déesse astrale, représentait à la fois Vénus et la Lune, et en tant que Vénus, donc dans son symbolisme vénusien, son culte était lié à la beauté aussi, à l'amour, à la sexualité et à la fertilité, incluant des rites qui sacralisaient la sexualité d'ailleurs. En tous les cas, même si certaines interprétations étymologiques diffèrent légèrement, on peut s'accorder sur le fait que chacune était une représentation de la planète Vénus. Alors les Grecs ont réinterprété et transformé ces influences pour créer une déesse à leur image, qui était proche de leur culture hédoniste finalement. Et donc Aphrodite naît de ce mélange culturel et s'est enrichie d'attributs tels que la colombe, le cygne oulois et la pomme d'or. Et elle est vénérée en tant que déesse de l'amour et de la sexualité, de la séduction et de la beauté féminine. Tantôt née de l'écume de la mer, elle serait apparue lorsque les organes génitaux d'Ouranos, donc le ciel, furent jetés
jetée dans la mer par son fils Cronos lors d'un acte de rébellion. Tantôt, elle serait la fille de Zeus et Dionée. Elle possède de nombreuses épiclèses qui témoignent de sa richesse culturelle. Il faut savoir que sous l'influence romaine, Vénus était déjà existante. Elle va rapidement être associée avec Aphrodite, ce qui va plutôt enrichir son mythe, car les Romains vont récupérer ses attributs hérités de la mythologie grecque, notamment à travers le récit du jugement de Paris que je vais tout de suite vous conter. Tout se passe lors d'un banquet organisé pour célébrer le mariage de Thétis, une nymphe marine, et Pelée, un roi mortel, et tous les dieux et déesses de l'Olympe sont invités à l'exception de Eris, la déesse de la discorde, et très mécontente de ce fait, Eris décide de semer la zizanie parmi les convives. Donc elle crée une pomme d'or sur laquelle elle inscrit à la plus belle et elle la jette parmi les invités lors du festin. Donc 3 déesses revendiquent la pomme, donc ça va être Héra, la reine des dieux, Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, et Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Ne pouvant se mettre d'accord sur la destinataire de la pomme, elle demande donc à Zeus de trancher, mais Zeus, dans sa grande sagesse, préfère éviter de prendre cette responsabilité en raison des conflits potentiels, donc il désigne Paris, un jeune prince de Troie, pour faire ce choix délicat. Les 3 déesses vont chercher Paris, qui se trouve à ce moment-là sur le mont Ida, où il était tranquillement en train de garder les troupeaux, et chacune va tenter alors de le soudoyer avec une offre irrésistible pour qu'il la choisisse. Alors Héra promet à Paris le pouvoir et le règne sur toute l'Asie, Athénée lui offre la sagesse, le succès en guerre et les plus grandes compétences militaires, mais Aphrodite, quant à elle, va promettre l'amour de la plus belle femme du monde, et à cette époque c'était Hélène de Sparte, mais petit problème, elle est déjà mariée au roi Ménélas. Séduit par la promesse d'Aphrodite et par la beauté d'Hélène, Paris décide de lui attribuer la pomme, et en guise de récompense, Aphrodite aide Paris à enlever Hélène de Sparte, et cet acte va contraindre son mari, Ménélas, à lancer une expédition militaire pour récupérer sa femme, et ça va déclencher la légendaire guerre de Troie. Alors j'ai choisi de vous raconter ce mythe parce qu'il illustre exactement comment le désir de posséder la beauté, en particulier lorsqu'elle est manipulée par d'autres forces, par des intérêts par exemple personnels, peut devenir une arme et un pouvoir en soi, capable d'influencer finalement les choix individuels jusqu'à entraîner des conséquences collectives qui soient malheureuses. Alors ici, on va un petit peu révolutionner le principe fondamental de Vénus. On y va. La genèse de Vénus nous a permis de constater que cette dernière est issue d'une richesse culturelle qui dresse un portrait de notre déesse montrant son rôle comme patronne des aspects tant charnels que spirituels de l'amour. Alors au fil du temps et des évolutions culturelles romaines, Vénus a perdu un petit peu son association initiale avec la guerre pour devenir principalement associée à l'amour, la beauté et à la séduction. Cette transformation a permis d'élargir ses attributs pour inclure non seulement la protection sensorielle et le culte de la beauté et de la séduction, mais également une appréciation profonde de l'esthétique tout en maintenant un lien essentiel avec la sexualité et la fertilité. D'ailleurs, on n'oublie pas ce que je vous avais expliqué dans la partie graphie symbolique où il existe une attraction instinctive à la fois biologique et génétique que Vénus transporte. Donc il est important de noter que toute la signification de Vénus se construit autour de valeurs hédonistes prônées par les philosophies gréco-romaines. Elle correspond ainsi à un véritable concept de vie développé notamment par les épicuriens pour qui la recherche des plaisirs sensoriels et émotionnels constitue un véritable élément fondamental du développement humain qui met justement en lumière notre désir intrinsèque pour des expériences qui apportent joie et satisfaction immédiate, souvent à travers l'amour,
la beauté et nos relations personnelles, bien sûr. Mais alors, cependant, pour que de telles valeurs se manifestent pleinement, elles doivent correspondre forcément à un besoin fondamental et pulsionnel, souvent ancré dans nos exigences corporelles. Alors, avec Mars, nous avons observé que cette pulsion est intrinsèquement liée à l'action, entraînant une mobilisation de l'appareil locomoteur et du système circulatoire. En comparaison, Vénus va, elle, interagir avec la psyché humaine, répondant aux besoins primaires tels que la nourriture, enfin le fait de se nourrir, l'amour et les interactions sociales, tout ça pour satisfaire finalement ses désirs instinctifs. Alors Vénus favorise également l'évasion de la souffrance et de la douleur à travers ce plaisir, ce principe de plaisir. Et selon Philippe Granger, qui je vous rappelle est un psychologue, conférencier d'ailleurs, qui s'est beaucoup intéressé à l'astrologie, il s'est appuyé sur les travaux de Freud pour dire que Vénus est profondément connectée au soma, donc le corps, et à la psyché, donc l'esprit. Ceci nous indique que son influence dépasse largement les aspects purement émotionnels ou spirituels de l'amour et de la beauté pour englober également des dimensions physiques et corporelles, y compris les besoins fondamentaux tels que l'alimentation, les relations sexuelles et l'attraction. C'est ainsi que Vénus influence notre façon d'interagir avec les autres en cohérence avec ses besoins en termes d'attirance. Et cette influence peut être observée astrologiquement. Dans le signe où Vénus se trouve, nous pouvons lire sa manière d'être, sa force ou son pouvoir d'attraction, et en maison, on voit dans quel secteur de la vie elle évolue, son besoin pour évoluer dans cette recherche de plaisir de vie, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans le principe astrologique de Vénus. Alors, si l'on souhaite lier le principe de Vénus avec le principe archétypal plus jungien, on va le rapprocher plus d'Eros, un archétype dont les caractéristiques sont plus liées à l'amour et au désir sous toutes leurs formes. Eros ne se limite pas à l'amour romantique, mais englobe une gamme plus large de connexions et d'attractions qui peuvent être sociales, mais aussi créatives, psychologiques ou même spirituelles. Et cet archétype symbolise pas mal la force qui nous pousse à nous connecter et finalement à nous engager avec les autres. Et Eros, en tant qu'archétype, symbolise finalement bien cette vitalité créative qu'on retrouve dans Vénus, souvent liée d'ailleurs à l'énergie vitale ou à la libido selon Freud. Il représente ce désir d'unité et d'intégration dans notre psyché qui se manifeste à travers l'art, la création ou d'autres formes d'expression personnelle, mais qui vont permettre ainsi de tisser des liens profonds et émotionnels avec les autres et d'interagir avec eux d'une autre manière. Bon, je vous vois venir en me disant « mais la libido, c'est un principe martien, ce n'est pas l'apanage de Vénus ». Eh bien oui et non, parce que la libido est souvent perçue différemment selon les genres. Avec Mars, la libido est effectivement liée au principe de conquête et de reproduction, une force brute qui pousse vers l'action, comme on l'a vu dans la description de Mars. Cependant, chez la femme, le principe libidinal est plus complexe car il est influencé par d'autres facteurs, notamment des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et c'est une idée d'ailleurs mise en avant par Karen Horney, psychanalyste et psychiatre, qui a d'ailleurs beaucoup critiqué les vues freudiennes traditionnelles pour incorporer une perspective plus nuancée sur les besoins et les motivations féminines. Donc finalement, Vénus vient approfondir notre perception de la libido en y intégrant une dimension émotionnelle qui va bien au-delà de la reproduction, puisqu'elle encourage ainsi la formation de liens affectifs et créatifs, démontrant ainsi son rôle dans le renforcement des relations humaines. Donc finalement, on pourrait se poser la question de savoir si Vénus et Mars ensemble ne formeraient pas un tableau plus complet de ce que la libido peut signifier dans la vie humaine. Chacun va apporter un principe, ses propres nuances à notre compréhension des dynamiques sexuelles et relationnelles. Alors là, je sens que je vais peut-être pas faire des amis dans la communauté astrologique, mais c'est pas grave. Le but, c'est quand même de vous encourager à une compréhension plus profonde des choses pour vous aider à former votre propre opinion, sachant que les recherches psychologiques évoluent et sont en constante
de progression par rapport aussi à la société et à ce que nous pensons. Donc c'est très important de développer aussi les bases, de les enrichir afin que l'astrologie puisse évoluer. Et c'est là que la psychologie finalement est très intéressante car elle permet de comprendre le sens profond de la psyché humaine et par conséquent du symbolisme que nous interprétons. Donc je suis très curieuse de connaître votre avis à ce sujet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de débattre de votre point de vue. Mettez tous vos sens en éveil, on arrive sur le principe astrologique de Vénus. Que de la douceur. Et oui, Vénus fait partie de nos planètes personnelles. En tant que telle, elle est très liée à notre individualité. Donc on a vu précédemment qu'elle incarnait la pulsion de vie instinctive qui est connectée aux besoins primaires de plaisir, de beauté et d'attraction et qui se manifeste à travers des réponses physiques, somatiques et sensorielles. Tous ces principes résonnent avec les valeurs hédonistes des épicuriens comme la recherche du plaisir dans le fait de se nourrir et de jouir de la vie, mais aussi de partir à la recherche du partenaire idéal, mais pas que, puisque Vénus enrichit aussi notre besoin de connexion sociale, de beauté extérieure et intérieure que nous désirons incarner ou reconnaître chez les autres d'ailleurs, offrant ainsi une valorisation de soi. Et ce processus inclut l'appréciation des arts, de la culture et des expériences sensorielles. Voilà de quoi un petit peu la Vénus va nous parler dans notre thème natal. Alors en astrologie, cette influence se manifeste par notre désir de créer et de maintenir la paix et la beauté dans notre environnement, que ce soit à travers notre cadre domestique, notre style vestimentaire ou nos choix artistiques finalement. Et Vénus guide également notre façon de prendre soin de notre corps, de nous nourrir et de nous maintenir en forme. Elle reflète notre valeur personnelle, notre attractivité et la manière dont nous sécurisons nos besoins émotionnels et matériels. Alors psychologiquement, Vénus est fortement associée à notre capacité à établir des liens affectifs, à exprimer de l'affection et à apprécier les qualités esthétiques chez les autres. Elle peut indiquer comment nous maintenons de l'harmonie dans les relations et la manière dont nous gérons les conflits relationnels. Petite précision, je ne parle pas de l'archétype là, je parle vraiment de la vision dans le thème astrologique. Donc psychologiquement, c'est une notion qu'incarne Vénus, comme on l'a vu dans le décryptage d'ailleurs archétypal. Alors, être vénusien finalement, ça veut dire quoi ? C'est incarner les qualités de Vénus dans son essence la plus pure, c'est-à-dire l'amour de la beauté, de l'harmonie, du confort et de la jouissance des plaisirs sensoriels qui sont au cœur de notre personnalité. Les Vénusiens apprécient donc les arts, les relations et tout ce qui rend finalement la vie plus agréable, que ce soit esthétiquement mais aussi physiquement. Ils ont souvent un sens inné de la sociabilisation, attirant les gens avec leur charme et leur approche facile et équilibrée de la vie. Donc si Vénus est fortement positionnée, c'est-à-dire qu'elle est en aspect avec vos planètes personnelles, notamment avec le soleil dans votre thème astrologique, vous pourriez bien sûr vous retrouver à rechercher constamment l'équilibre et la stabilité dans vos interactions, à valoriser la paix plus que le conflit et à être attiré naturellement par ce qui est beau, harmonieux et matériellement satisfaisant. Sur le plan libidinal, qui ne se limite pas, on le répète, à la sexualité, Vénus influence la manière dont nous exprimons aussi et vivons nos désirs. Elle englobe une dimension de notre libido qui cherche à satisfaire non seulement des plaisirs physiques, mais aussi un besoin profond de connexion émotionnelle et esthétique. Et cette influence est particulièrement perceptible dans la manière dont nous nous cherchons et maintenons des relations amoureuses et sociales enrichissantes, où tout simplement le désir et l'attraction vont bien au-delà de la simple attraction physique. Elle peut être aussi une attraction intellectuelle. C'est ainsi que la position de Vénus dans notre thème natal détermine la manière dont nous trouvons notre douceur de vivre, influençant notre appréciation des plaisirs, notre perception de la beauté et la qualité de nos interactions sociales. Mais elle va aussi façonner la manière dont nous percevons ces qualités chez les autres, que ce soit à travers l'appréciation de l'art, la jouissance de la nature ou les moments de détente avec
avec nos proches et Vénus nous guide vers cette joie dans les aspects les plus doux de la vie, enrichissant notre bien-être quotidien et nos relations. Vénus en tant que maître du Taureau bien sûr est profondément connectée au plaisir sensoriel, à la sécurité matérielle et émotionnelle ainsi qu'aux valeurs intrinsèques que nous attribuons à nous-mêmes mais aussi aux autres encore une fois. En Taureau, elle favorise une approche de la vie qui valorise plus la stabilité, la fidélité et le plaisir d'essence. En Balance, votre Vénus va plutôt colorer votre manière de nouer et de maintenir des relations. La Balance, signe d'air, met l'accent sur l'harmonie et l'équité dans les partenariats, tout en valorisant l'attraction et l'appel esthétique. Vénus en Balance stimule donc notre besoin de connexion émotionnelle et de reconnaissance mutuelle dans les relations, tout en favorisant un environnement, un chez-soi même qui va être dans l'élégance, le charme, et qui joue un rôle finalement dans notre interaction sociale puisqu'elle va définir la manière dont nous recevons. Et voilà toute l'essence de notre Vénus. Après, à vous de voir comment elle est positionnée en signe et en maison dans un thème natal pour pouvoir déchiffrer comment ces influences se manifestent de manière unique pour chacun d'entre nous. Cela va vous permettre de comprendre comment les caractéristiques de l'individualité personnelle interagissent avec les forces vénusiennes pour influencer les domaines spécifiques de la vie. Ça, c'est en maison où les principaux enjeux de Vénus prennent une forme caractéristique pour chacun d'entre nous. Et voilà qui conclut notre exploration de Vénus, qui bien sûr est un extrait car il y aurait bien plus de choses à développer, mais j'espère que cela vous aura permis d'avoir une meilleure compréhension de son énergétique. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un like ou un dislike afin d'exprimer votre opinion, accompagné d'un commentaire constructif et bienveillant afin que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à mon blog pour bénéficier de mes dernières actualités et d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières vidéos. En attendant, fidèle au principe hédoniste, n'oubliez pas que les plaisirs font entièrement partie de votre vie et qu'il est toujours nécessaire de les développer et de les renouveler pour enrichir votre personnalité. À très bientôt sur Va voir ton astrologue.